Prof Entrepreneur, le podcast des profs qui entreprennent sur le web. Bienvenue à toi, chers collègues. Si tu découvres le podcast, tu peux t'abonner immédiatement à la chaîne car le prochain épisode va sortir chaque samedi. Dans ce podcast, tu vas découvrir des parcours inspirants d'enseignants, de profs qui se sont lancés dans une reconversion. Aujourd'hui, c'est Sarah que j'accueille sur le podcast. Sarah était professeure des écoles et qui enseignait également en Ulysse. Elle va tout nous dire sur sa reconversion en plusieurs étapes, et notamment les difficultés qui l'ont amenée à considérer cette reconversion alors qu'elle adorait son métier. Elle va ensuite nous expliquer comment une opportunité tombée du web l'a propulsée dans une nouvelle carrière de rédactrice web alors qu'elle ne tenait qu'un petit blog amateur. Ensuite, elle nous partagera les rebondissements qui ont fait d'elle, littéraire dans l'âme, une développeuse web qui s'est mise à coder. Elle va ensuite nous partager comment elle a obtenu son nouveau job grâce à son CV de prof et comment vous-même vous pouvez valoriser vos compétences en pédagogie pour obtenir ou créer ce nouveau job. Enfin, elle ne partira pas sans nous partager une clé essentielle de sa reconversion: savoir s'accorder la confiance nécessaire pour avancer, même si vous ne savez pas encore où vous allez. Bonne écoute. Sarah, je suis enchantée de faire ta connaissance et de te recevoir sur le podcast. Merci à toi. Oui, eh bien, je vais te laisser te présenter un petit peu rapidement pour nous dire ce que tu fais aujourd'hui. Puis après, on repartira un petit peu sur ton parcours par rapport à l'enseignement. Ok. Alors, donc aujourd'hui, j'ai 37 ans. Je suis maman de deux enfants encore en bas âge. Ils ont 3 et 6 ans. Et actuellement, je dis toujours en phase de reconversion parce que je trouve que mon processus n'est pas encore totalement terminé. Mais je suis développeuse freelance Oui. et rédactrice web. Voilà, ça c'est... Alors, reconversion pas encore terminée, c'est un processus qui est long. Pour toi, ça Oui. prend combien de temps? C'est depuis combien de temps que tu es dans ce processus-là? J'ai un peu l'impression que ça... Je pense qu'on peut parler de plusieurs années. Et là, à mon avis, j'arriverai au terme réel de ma reconversion au bout de 5 ans, je pense. Entre le premier moment où tout à coup, il y a quelque chose qui s'ouvre et on se dit « Ah, mais en fait, je pourrais faire autre chose ». Et le moment où réellement on a abouti et que notre projet existe et qu'il est là et qu'on en vit, je pense que c'est quand même assez long. Et on ne s'en rend pas compte au départ. Et heureusement, parce qu'on m'aurait dit ça va te prendre 5 ans pour aboutir réellement ce projet-là, je ne me serais peut-être jamais lancée. Alors qu'au fur et à mesure, step by step, voilà, petite étape par petite étape, il y a quelque chose qui se construit et c'est hyper enrichissant aussi de vivre comme ça dans une évolution un peu constante. Et on a besoin aussi de prendre le temps pour prendre ses marques, peut-être aussi pour dans sa tête faire la transition aussi. Des fois, ça prend le temps. Oui, et puis évoluer, on se fait parfois une image un peu idyllique ou au contraire inatteignable de certaines choses. Et en se confrontant à la réalité du terrain, on se rend compte que voilà, il y a certaines choses qui vont plus nous plaire que d'autres, certaines choses envers lesquelles on a des facilités. Donc petit à petit, voilà, ça va s'affiner en fait. C'est plus un processus voilà, d'affinement d'un projet que quelque chose qui mettrait 5 ans à être construit, comme repartir en première année d'études et avoir un master. Pas du tout. Mais c'est vrai que par petites touches, disons que la première idée de notre reconversion et l'idée qu'on s'en fait une fois qu'elle est réellement acquise et qu'on est réellement lancé, je pense qu'il y a pas mal d'évolutions entre les deux. Et si on devait les comparer à un instant T, on serait assez surpris en fait. C'est un peu comme un peintre qui fait un tableau, qui pose ses touches et puis qui modifie, qui voit que la lumière, les couleurs, finalement, il va peut-être changer d'avis, il va peut-être partir sur d'autres couleurs. C'est un petit peu ça, en fait, quand je t'écoute. Ouais, voilà, ou travailler un petit coin de la toile qui était qu'un petit coin de la toile et qui, au final, va commencer à prendre de plus en plus d'espace et qui va peut-être venir recouvrir le reste. Voilà, moi, ça me fait penser, j'avais entendu une interview de Gabriel Talent qui avait écrit donc un roman qui a énormément marché l'année dernière, My Absolute Darling. Et il disait qu'en fait, quand il avait écrit ce roman, alors il avait passé 10 ans à errer de personnage en personnage et tout à coup, il y avait un personnage qui était ressorti et finalement, c'était ce personnage qui était devenu l'héroïne de son roman. Et là, voilà, tout avait changé à partir de ce moment-là. C'est un peu ça, en fait, cette impression de, voilà, on a plein de choses qui s'offrent à nous. Et tout à coup, voilà, il va y avoir ce point de détail qui va nous permettre de mettre en avant notre spécificité à nous. Et puis, pour être freelance, c'est vrai que, ou dans le domaine du web, c'est important de se démarquer et de trouver vraiment quelque chose qui exprime réellement ce qu'on est, ce qu'on a envie de faire et ce qu'on veut partager aux autres.
D'accord, on va y revenir à tout ça parce que c'est très intéressant. Si tu peux juste rembobiner un petit peu et nous dire un peu Ouais. d'où tu es parti, ou comment tout ça a commencé finalement, cette démarche de reconversion. Alors, en fait, bon, alors, déjà, être enseignante, pour moi, c'était une vocation. Depuis toute petite, je savais que j'avais envie d'enseigner. Je faisais l'école à mes poupées. Donc, clairement, voilà, j'ai Mm. grandi avec cette idée que je serais enseignante et j'adorais ça. Et justement, plutôt vers des enfants en difficulté. J'ai toujours été attirée, même dans ma classe, quand j'étais enfant, par les élèves qui avaient plus de difficultés à comprendre les notions. J'aimais aller vers eux, j'aimais partager, moi, ce que j'avais compris, travailler avec eux sur des exposés. Donc ça a été voilà, un petit continuum tout au long de ma vie qui m'a amené à passer le concours à l'âge adulte. Donc j'ai d'abord commencé en tant que remplaçante en banlieue parisienne. Alors moi, la banlieue parisienne, ça me gênait pas plus que ça puisque j'en étais originaire. J'avais fait mes études un peu à Toulouse, mais j'étais Mm. repartie sur Paris sans souci pour le concours. Donc quelques années en tant que brigade de remplacement. Et très vite, en fait, j'ai eu un premier remplacement en ULIS, donc en unité locale d'inclusion scolaire, qui était mon objectif. Et ça a été vraiment une révélation. Effectivement, là, je me suis sentie entièrement à ma place. Donc, j'ai demandé à de nombreuses reprises de pouvoir faire d'autres remplacements en ULIS. J'ai Oui. eu ensuite un poste pendant 2 ans en ULIS collège. Alors là, collège, ça me faisait un peu peur, mais finalement, je me suis éclatée. Ça a été génial et vraiment la révélation de ce que j'avais envie de faire. Oui. Et puis, donc voilà, le petit bonhomme de chemin s'est passé. J'ai enseigné environ 7 ans dans le 92. Et puis ensuite, mon parcours de vie a fait que j'ai eu envie de retourner m'installer dans le sud, à Toulouse, la ville où j'avais fait mes études. Et là, s'est posé le problème de la mutation. Mm. Et avec le problème de la mutation, je me suis vraiment posé beaucoup de questions parce qu'elle ne venait pas. Alors, j'ai passé 2-3 ans à continuer à travailler en séparation avec mon conjoint. Enfin, c'était très compliqué jusqu'au jour où j'ai décidé de partir d'abord à mi-temps annualisé. Mais bon, c'était encore une fois compliqué parce qu'arrivé sur place, j'avais pas grand-chose à faire. Il me manquait quelque chose, quoi. Et pas l'envie de revenir à Paris pour refaire mon mi-temps l'année d'après. Mm. Donc, Mm. il y a eu un espèce de petit moment de flottement comme ça où, bah, en plus, je suis tombée enceinte. Donc, ça a été le moment où on en a profité. Je me suis mise en disponibilité. On en a profité pour faire les enfants, etc. Et donc, dans cette période de flottement de 3-4 ans environ, en attendant ma mutation, j'ai commencé à mûrir petit à petit des idées de reconversion parce que justement, me dire que ce travail et ce métier dans lequel je pense que je me débrouillais pas trop mal et pour lequel j'avais vraiment une passion, voilà, me dire que j'étais comme ça à attendre qu'on accepte de me redonner une place dans une nouvelle académie où on embauchait des gens par le biais de Pôle emploi et on ne pouvait pas m'embaucher moi parce que j'étais déjà professeur. Mm. Voilà, j'ai commencé à me dire, mais mince, qu'est-ce que c'est que cette institution qui fait qu'on ne peut pas être aussi libre que ce qu'on aimerait, qu'on ne peut pas aller enseigner là où on veut, même s'il y a des manques. Donc voilà, petit à petit ça a commencé comme ça en fait. D'accord. Donc à ce moment-là, tu es un peu sortie du cadre de la classe, là, tu es dans ton projet familial. Et vers quoi tu te tournes? Quelles ressources, en fait? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu lis pour nourrir un peu ta réflexion? Alors moi, comme j'avais fait des études de psychologie avant de passer mon concours, du coup, parce que comme je savais que je voulais aller vers l'enseignement spécialisé, j'avais décidé donc de faire un master de psycho. Je l'avais jamais terminé ce master puisqu'à l'époque on avait le concours en licence, donc je m'étais dit ah bah tiens pendant ce temps où j'ai un peu du temps libre, je vais me réinscrire en master 1 de psychologie. Dans le Oui. cadre de ce master, j'ai réussi à décrocher un stage avec une plateforme du rectorat de Toulouse qui travaillait à l'inclusion de jeunes porteurs de handicap, donc au sortir du lycée, et qui cherchaient donc à s'inclure dans le monde du travail, mais qui étaient en difficulté pour plein de raisons. Donc en fait, j'ai eu la chance, mine de rien, de recoller un petit peu les wagons, d'être en reprise d'études, en master, mais vraiment pour le plaisir, et en même temps de retravailler pour le rectorat sur des missions qui étaient justement un peu plus atypiques, puisqu'on sortait un petit peu du cadre, c'était expérimental, on était une toute petite équipe. Mm. Donc voilà, ça a été un moment où j'ai vraiment adoré ce côté, aller plus vraiment travailler sur l'individualité, faire des accompagnements de manière beaucoup plus globale, puisqu'on était à la fois sur du travail pédagogique avec des jeunes en CFA, mais également les aider aussi à se positionner en tant que chercheur d'emploi ou en tant que salarié, comment est-ce que je vais m'exprimer quand je veux parler à mon patron. Donc tout ce genre de choses. Et j'ai beaucoup aimé justement cette petite liberté là que j'avais enfin. Mais malgré tout, au bout d'un an, quand j'ai terminé donc ce master, que d'ailleurs je n'ai pas terminé, mais bon, en tout cas, voilà, le stage arrivait à sa fin, j'ai voulu donc me proposer pour travailler au sein de ce service. Et encore une fois, le fait d'être enseignante, le fait d'être titulaire, c'était complètement bloquant et je ne pouvais pas venir travailler avec l'équipe avec laquelle j'avais adoré collaborer pendant un an. Mm. D'accord. Donc, Donc, encore une fois, voilà, bloqué.
À ce moment-là, tu te dis, il faut que je revoie mon statut. Il faut que je Bah, fasse c'est évoluer. ça, voilà, parce je me demandais est-ce que je peux, alors en disponibilité, je suis bloquée, est-ce que je démissionne? En même temps, j'avais pas envie de démissionner parce que ça restait quand même quelque chose de fort pour moi et quand on le passe, ce concours, bah, on a envie de le Mmh mh. garder parce que c'est quand même quelque chose. Donc voilà, j'ai essayé un peu de trouver tous les moyens. Donc je me suis dit: «Bon, finalement, si je me mets à mon compte, on va peut-être pouvoir m'embaucher sur des missions ponctuelles en tant qu'auto-entrepreneur». Donc c'est pour ça que j'ai pris le statut. Au final, une fois que j'ai pris le statut auto-entrepreneur, on m'a dit: «Ah non, finalement, on peut pas te payer comme ça, il va falloir te payer sur des missions en CDD», mais il y avait toujours ce problème de la disponibilité. Bon bref, on a réussi un peu à se dépatouiller et à ce que je puisse travailler avec eux de manière ponctuelle, mais c'est resté à chaque fois des Ouais. petites missions de quelques heures par semaine, quoi. On Rien n'arrivait pas à de trouver ouais, non, rien de viable, en voilà, fait, sur le long terme. on n'arrivait pas à trouver un statut qui nous permettrait de collaborer réellement ensemble sur du long terme. Donc il y a eu aussi voilà, cet essoufflement vis-à-vis de ça. Encore une fois, l'impression de donner beaucoup, d'adorer mon métier, hein, mais au final d'être bloqué à chaque fois par des facteurs qui étaient complètement incompréhensibles d'un point de vue humain. C'était voilà, juste des cases. En fait, on n'était pas dans les bonnes cases et du coup, on n'arrivait pas à aller plus loin et à développer tout ce qu'on aurait pu mettre en place. Comme si le métier qui était ta passion devenait, en fait, le premier obstacle, au fait d'exercer ta passion, finalement, dans d'autres Exactement, contextes. voilà. C'est Mais en même temps, il fallait l'absurdité, trouver quoi, un truc. de ta situation qui Oui t'a fait et puis j'espérais réfléchir quand même à toujours ma mutation en me disant peut-être qu'avec une mutation, j'arriverai à retourner d'abord dans une classe, puis ensuite peut-être petit à petit à évoluer à nouveau et voilà. Donc j'avais toujours cette attente de la mutation. Un jour, enfin, la mutation arrive, donc ça devait faire 4 ans, je crois, à peu près. Donc la mutation arrive. Alors là, j'étais aux anges, ah c'était oui. super. Et au final, je me suis retrouvée dans une classe normale, donc pas en Ulysse, avec des équipes, bon, bah, en souffrance aussi, hein, comme on en rencontre souvent Mmh. dans l'éducation nationale, peu de moyens, des populations compliquées. Donc voilà, beaucoup de tensions. Et c'est vrai que j'ai pas reconnu en fait tout le dynamisme que j'avais quand j'étais en banlieue parisienne. Là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'immobilisme, des personnes qui étaient en place depuis très longtemps, beaucoup de jugements. Enfin voilà, je sais pas, ça s'est pas fait comme Il y a j'aurais pas eu voulu, d'alchimie, pas du tout. Et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, là, concrètement, j'attends un peu, comme le messie, enfin ma mutation» et le jour où elle arrive, je me rends compte que déception. finalement, c'était peut-être ça, enfin non, c'était peut-être pas ça que je voulais et ça que j'attendais. Donc Mmh. un peu déçue effectivement et c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Bon, bah, maintenant, il faut vraiment que j'embraye sur autre chose, quitte à revenir, dans l'enseignement dans quelques années». Je me disais peut-être dans 5 à 10 ans, je pourrais y revenir, mais là, pour l'instant, j'ai besoin d'autre chose. Donc là, j'ai vraiment décidé de tirer un trait sur l'éducation nationale pour un moment et d'embrayer sur un nouveau projet professionnel. Alors, à ce moment-là, quel est le projet dans ta tête? Tu penses te Alors, diriger vers quoi? c'était pas précis, c'était pas trop précis encore à ce moment-là. Je savais qu'il fallait que je fasse autre chose et alors vraiment à titre perso, sans jamais, penser, à quoi que ce soit, sans aller plus loin, j'avais ouvert un blog, quelque temps auparavant et par ce blog, je m'amusais beaucoup, j'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai eu également des propositions de rédaction d'articles. Donc toutes ces petites choses un peu qui se sont mises en place bénévolement m'ont fait me rendre compte que, bah, peut-être il y avait quelque chose à creuser, Mmh. dans ce domaine-là, puisque j'adorais écrire. J'ai eu aussi surtout une personne qui m'a un peu sauvée à ce moment-là. C'est une proposition de Canva, je ne sais pas si tu connais, c'est une plateforme de design, en ligne Oui. et voilà, qui lançait donc une plateforme, plus francophone et ils avaient besoin de rédacteurs, pour lancer une équipe francophone et Oui. à ce moment-là, donc j'ai été, bah, pêchée par la directrice, rédactionnelle de Canva qui m'a proposé, d'écrire des articles, pour elle et pour l'équipe. Donc là, j'avoue que ça a été quand même un gros pied à l'étrier parce que déjà, moi, j'avais aucune confiance en moi et je me sentais pas professionnelle, enfin, en tout cas, pas légitime professionnellement puisque le blog, c'était pour m'amuser. Là, quelqu'un me disait: «Bon, bah, tu as des compétences en écriture, est-ce que tu veux travailler pour nous, rémunéré?» Enfin voilà, tout à coup, il y a plein de choses qui se sont mis en place et j'ai réalisé que oui, toutes mes compétences que j'avais eues avant en tant qu'enseignante, en Oui. rédaction, en architecture, vraiment pour, voilà, exposer les choses de manière très pédagogique aussi, bah, tout ça finalement, Plan de ça pouvait s'inscrire séquence, dans une fiche de prep, tout ça, ça servait à quelque voilà, chose? ça pouvait servir à quelque chose aussi et finalement d'un point de vue journalistique et marketing, bah, Oui. je spontanément, sans demander beaucoup d'efforts, j'arrivais à faire des choses plus que correctes. Mmh. C'était fluide pour toi parce que finalement tu travaillais ces compétences transversalement, on va dire, dans l'enseignement, Exactement.
de façon Ce qu'on appelle un peu récurrente. les soft skills, en fait. Et alors ça, c'est vraiment un souci dans l'éducation nationale. On ne parle jamais des soft skills. On nous parle que de nos compétences en mathématiques, en histoire géo, etc., mais jamais de nos compétences transversales. Alors que finalement, quand on ouvre un peu les yeux vers le monde du travail privé, c'est les soft skills qui sont mis en avant, justement, notre capacité à être empathique, à écouter les autres, à faire facilement la synthèse de ce qu'on nous a dit, à Mhm. pouvoir réexpliquer des choses, à communiquer, mener à bien des réunions, créer aussi des PowerPoint, enfin tout ce genre de petites choses. On Compétences s'en de rend pas compte. négociation aussi, parce qu'on fait beaucoup de Mais oui, négociations dans l'enseignement. ah non, mais plein de petites choses, on se rend pas compte, mais en fait, on excelle dans tous ces domaines-là et C'est ça devient vrai. instinctif en fait. Donc voilà, tout à coup, hop, je suis tombée dans un nouveau monde où il y avait plein d'opportunités et où Où je me rendais compte que oui. je valais beaucoup plus que ce que je pensais. Toutes Parce qu'on tes a ce compétences problème-là aussi. étaient valorisées, en fait, tout d'un coup. C'est ça. Parce qu'on a ce gros problème, je trouve, dans l'éducation nationale, c'est qu'on a souvent l'impression qu'on n'est pas grand-chose, on n'arrête pas de se rabaisser parce qu'on est tout le temps confronté à nos échecs. Ah, d'ailleurs, quand on discute entre nous, pendant les pauses, les récréations, c'est ah là là, je me suis loupée avec cet élève, je ne sais plus quoi faire pour l'aider. On est tout le temps en train de mettre à jour nos échecs et d'essayer de s'améliorer. Mais au final, ça, je pense que ça joue énormément sur notre morale. Il y a peu de temps de ça, d'ailleurs, j'ai revu un ami enseignant. La première chose qu'il m'a dit, ah là là, je pense que je suis pas trop mauvais, mais bon, tu vois, il y a ça que j'arrive pas à faire. Et là, il s'est mis à me raconter toutes ces choses. Et je me disais, mais attends, c'est un enseignant fabuleux qui est extrêmement doué avec les élèves. Et lui, il se considère comme pas trop mauvais et il n'ose pas l'assumer, en fait. Hmm. Donc, c'est vraiment un problème qu'on a pour beaucoup d'entre nous, j'ai l'impression. C'est la déformation professionnelle, en fait. On regarde plus qu'est-ce qui reste à acquérir plutôt que Oui, ce qui est déjà acquis. C'est ce qu'on fait avec nos élèves, c'est c'est ce qu'on fait ça. avec nous-mêmes. On applique ça dans tout le système, quoi. On Voilà. est un peu Il faut enfermé aller là-dedans. plus loin, plus loin. Une espèce de perfection inatteignable, mais qui du coup nous frustre et ne Hmm. nous fait jamais prendre assez de recul pour voir tout le chemin parcouru. C'est vrai. Et pourtant, on aime bien dire à nos élèves qu'est-ce qu'ils ont réussi, ou Oui, les encourager, mais on a du mal à le faire pour nous-mêmes. C'est vrai, ça. c'est vrai. Mm. Alors, du coup, tu as cette expérience qui te tombe un peu dessus, finalement, un petit cadeau là qui Voilà, tombe du web. exactement. Et Donc là, alors, c'est qu'est-ce qui se passe? Donc, tu commences ta mission par rapport à Canva. c'est Tu... ça. Donc j'ai commencé à écrire des articles pour Canva. Alors que, en plus, bon, je suis vraiment tombée sur quelqu'un de fantastique puisqu'elle m'a vraiment aidée au départ. Donc je savais écrire. Pour autant, j'étais pas encore douée en référencement naturel, tout ce genre de choses. avais des Donc elle m'a compétences vraiment à acquérir, bien sûr. voilà. C'est ça. Donc du coup, elle m'a quand même beaucoup aidée au départ et c'est vrai qu'en 3-4 articles, j'étais rodée et ensuite ça fonctionnait super bien. Et justement, elle avait cette posture très encourageante à chaque fois, à me dire ah c'est super. Elle me donnait des petits conseils sur mes points à améliorer, mais toujours dans cette dynamique positive. Donc voilà, Hmm. j'ai commencé à prendre confiance en moi et je me suis dit bon bah si maintenant j'écris pour quelqu'un, pourquoi pas écrire pour d'autres personnes en fait. Et c'est là que petit à petit, dans mon entourage, des personnes ont commencé à me proposer d'écrire des textes pour eux. Donc c'est vrai qu'au départ, j'étais un petit peu frileuse, un peu timide, et puis ça s'est fait petit à petit. J'ai commencé à travailler sans même avoir besoin de prospecter au final, puisque dans le monde du web, j'ai l'impression que ça nous tombe un peu tout cru. Dès que quelqu'un entend que une telle connaissance a des compétences dans tel domaine, on a vite des personnes intéressées qui nous envoient des amis d'amis qui ont besoin d'un conseil, qui Bouche à ont besoin d'une l'oreille marche formation. très bien sur le web. Très, très bien. Ouais. Hmm. Donc voilà, donc ça a été le premier versant donc, au niveau de la rédaction pure. Ensuite, il y a eu aussi le côté parallèle, donc le blog que j'avais ouvert, donc des compétences que j'ai commencé à acquérir dans la création de sites web. On m'a demandé aussi d'abord bénévolement de créer des petits sites pour des assos. Et puis un jour, mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est pas moi qui l'ai choisi, quelqu'un m'a dit, bah tiens, j'ai besoin d'un site, combien tu prendrais? Alors j'étais hyper gênée au départ, j'en sais rien, 400 euros, 500 euros. Et là, la personne m'a dit, ah non, non, mais vraiment, réfléchis-le, calcule et dis-moi combien tu prendrais pour un site. Donc c'est vrai que le premier site, je me Hmm. suis un peu, j'ai pas osé, donc je l'ai facturé 500 euros compte tenu des 2 mois de travail et du temps que j'ai passé dessus. Vraiment, j'étais pas du Ça tout les rentrée valait pas. dans. Voilà. Mais moi, déjà, j'étais contente qu'on me propose de me payer pour faire ça. Enfin, donc j'étais voilà. Et puis petit à petit, très très vite, en fait, j'ai pu augmenter mes tarifs et travailler donc avec des personnes, plutôt des libéraux que j'avais rencontrés aussi par le bouche à oreille, encore une fois. D'accord. Et donc, à cette époque-là, tu travailles d'un client à un autre client par recommandation. Et, euh, Voilà. et qu'est-ce qui se passe donc après? Est-ce que tu décides de développer ça? Comment tu orientes ton projet?
Alors, il y a eu une période d'1 an et demi où justement j'ai bossé pas mal donc de client en client pour des sites web avec de la rédaction en parallèle. Au final, je me rendais compte que la rédaction commençait à devenir intellectuellement éprouvante par Mmh. rapport à la conception de site web qui avait un côté un peu plus rigolo parce que quand on crée un site, on fait de la rédaction, puis on fait un peu de marketing, on fait C'est aussi de varié. l'accompagnement, on fait beaucoup de pédagogie parce que finalement les personnes arrivent avec un projet et elles-mêmes parfois elles n'arrivent pas à l'expliquer clairement aux autres, donc on les aide beaucoup aussi à avancer sur leur projet. On les conseille aussi sur les différents statuts, les différentes choses. Enfin, c'est vraiment un accompagnement global. Puis il y a le côté aussi design, rigolo. Enfin voilà, je trouve que c'était beaucoup plus complet. Donc j'ai commencé un petit peu à plus me tourner vers la création de sites. Et donc ouais, je dirais environ 18 mois. Par contre, très très vite, ah oui, quelque chose que je n'ai pas abordé, très très vite, j'ai eu du mal à travailler à la maison parce qu'au départ, je commençais en me disant bon bah je suis freelance, je suis libre, c'est génial, je peux aussi m'occuper des enfants. Sauf qu'au Oui. final, j'allais déposer les enfants à l'école, le temps de rentrer, de faire 2 3 courses, faire la lessive, je me mettais à travailler à 10h30, 11h. Finalement, vers 15h, je me disais bon bah mince, ça va bientôt être la sortie de l'école, je vais quand même pas les laisser à la garderie ce soir, donc je vais pas commencer une nouvelle tâche. Donc je me suis rendu compte au bout de 1 mois ou 2 que je travaillais finalement 4 heures par jour et que ça suffisait largement pas, quoi. J'étais tout le temps la tête sous l'eau, je retravaillais la nuit, je retravaillais les week-ends. Mmh. Donc là, j'ai eu ce truc de me dire bon bah peut-être que les coworking, ça me paraissait un peu cher au départ, mais au final c'est un très bon investissement parce que pour le coup, on y va, on travaille toute la journée et on est à nouveau dans une dynamique vraiment professionnelle. Et puis on n'est pas seul aussi puisqu'on rencontre plein d'autres personnes Oui, c'est ça. et ça joue énormément sur le moral aussi. Et puis, c'est très difficile de s'organiser à la maison. On est tellement happé par les activités de la maison, les Ouais, ouais, ouais. tentations, C'est les... ça. Et puis, quand on est à la maison, en plus, on va toujours être la première personne qu'on appelle en cas de pépin. Et puis, la plupart du temps aussi, la famille ne comprend pas. Ah, de toute façon, toi, tu es à la maison. Donc, voilà, étiquettes on demande disponibles beaucoup sur de la choses. tête, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que c'était très difficile pour moi de dire non quand on me demandait des services, puisque j'étais à la maison, hein, donc c'était facile. Alors que quand j'étais dans mon espace de coworking, j'arrivais à 8h30, je faisais ma journée complète, j'en partais à 5h ou 6h en fonction de ce que j'avais à faire. Et au moins, c'était vraiment du temps de travail qui était entièrement, qui était, comment dire, très Efficace productif, et... voilà, efficace. Mm, mm. Et puis le fait aussi qu'en espace de coworking, j'ai rencontré des personnes qui avaient des professions qui étaient aussi dans le domaine du web ou dans le marketing, bah, mine de rien, discuter avec toutes ces personnes-là, ça aide énormément aussi sur notre propre cheminement et ça nous aide à progresser et ça nous ouvre aussi des opportunités de collaboration. Alors, juste pour les auditeurs qui ne sauraient pas du tout ce que c'est un espace de coworking, en quelques mots, tu pourrais dire que qu'est-ce que c'est un espace de coworking? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, c'est un genre d'entreprise, mais qui n'est pas du tout une entreprise. C'est plutôt, alors moi, en tout cas, ceux que j'ai faits, c'est des espaces avec des open space, avec des petits bureaux, des salles de réunion. Et donc, toutes les personnes qui le souhaitent, donc des personnes en télétravail qui sont parfois salariées ou des personnes à leur compte freelance, peuvent venir payer un abonnement et avoir donc un accès illimité au Wi-Fi, au café, avec tous les services qu'on peut avoir dans une entreprise, Mm. photocopie, etc., des box téléphoniques, du matériel pour de la visioconférence. Donc voilà, tout un matériel à disposition. Donc à la fois, on retrouve à nouveau du lien et on a tout ce dont on a besoin, ne serait-ce que pour recevoir un client. C'est quand même plus sympa de faire ça dans un vrai espace, en plein centre-ville, dans une belle salle de réunion, avec quelqu'un qui va nous apporter des carafes d'eau, des cafés et tout ce dont Mm. on a besoin, plutôt que de le faire chez soi entre 2 paniers de lessive, quoi. Donc, C'est comme si on recréait en fait une ambiance d'entreprise autour de nous et plus puis légère. mais Plus tout en légère étant parce que chacun indépendant. est libre d'être là. C'est ça, chacun est libre de venir ou non. Donc je trouve que ça joue énormément parce qu'on sait que les personnes qu'on va croiser sont contentes d'être là puisqu'elles ont fait la démarche de venir. Si elles n'ont pas envie de venir travailler ce jour-là, ou en tout cas pas de venir travailler sur l'espace de coworking, elles ne viennent pas. Donc Mm. moi, j'ai beaucoup apprécié justement toutes ces personnalités extrêmement riches et variées et assez fortes en fait de toutes ces personnes qui entreprennent. Et voilà, donc ça a été pour moi vraiment un des éléments déclencheurs. C'était Et d'ailleurs quelqu'un qui oui. m'avait conseillé quelques mois avant, qui m'avait dit, mais tu sais, là tu travailles à la maison, si tu veux vraiment enclencher les choses, va dans un espace de coworking, tu verras, ça va, voilà, ta reconversion va partir sur les chapeaux de roue de suite. Et c'est Mm. vrai. Tu as constaté les bienfaits. Alors, j'imagine que Mm. c'est surtout dans les grandes villes pour le moment, mais ça se développe assez fort. D'ailleurs, il y a des Ouais, entrepreneurs qui ouais. disent que c'est un petit peu les entreprises du futur. Et ça risque de se développer dans les années à venir à vitesse grand V, quoi.
Bah, pourquoi pas? Après, c'est vrai que là, je rebondis pas forcément que dans les grandes villes, puisque je sais que, par exemple, chez mes parents qui habitent dans une petite commune plus à la campagne, ils ont mis en place aussi comme ça des espaces qui Déjà. sont mis à dispo par la mairie pour les entrepreneurs. Donc je pense que c'est quand même pas mal en train de bouger D'accord. et peut-être, bah, pour revenir aussi à l'actualité, là, c'est vrai que tout le monde commence à se poser la question du télétravail et je pense que le coworking peut donner aussi cette liberté-là. On n'est plus obligé d'habiter forcément à côté de son entreprise. On peut travailler différemment. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer C'est vrai. et que ce dynamisme-là peut vraiment aider dans pas mal de cas. D'accord. Donc, c'était vraiment une ressource pour toi. Ouais, ouais, ouais. Oui, une ressource, c'est exactement ça. Mmh. Et est-ce que tu as pu bénéficier d'autres ressources par rapport à ton projet est-ce qu'il y a eu des ressources humaines, des ressources auxquelles tu as eu accès? Alors après, oui, j'ai voulu me former aussi pas mal en ligne par des MOOC. Donc ça, j'avais commencé un petit peu sur Open Classroom. Mais bon, voilà, ça me suffisait pas forcément. Enfin, ça dépend des domaines, hein, c'est quand même très C'est un bon enrichissant. Mais début. C'est un bon début, voilà, peut-être. c'était un bon début. Après, j'avais trouvé aussi une formation en ligne qui était payante, mais pas bien chère, sur le web marketing et en plus qui avait été lancée par une connaissance de connaissances. Donc c'est vrai que ça m'avait rassurée, parce que quand on voit formation en ligne, on ne sait pas forcément quelle est la valeur. Là, Oui. bon, c'était quelqu'un qui avait été diplômé d'une grande école d'économie toulousaine. Donc bon, voilà, j'y étais. Effectivement, là, il m'a donné énormément de compétences grâce à sa formation. Et puis c'est ça aussi qui petit à petit m'a donné le goût de plus en plus pour le code et pour la technique. Et c'est comme ça que d'un départ en fait très rédactionnel et très copywriting, marketing, j'ai commencé à tourner plus vers le technique et à D'accord. m'intéresser vraiment à la conception du site et à la partie cachée en fait de la conception du site. Codage. Voilà, codage et tout ça. Du coup, aujourd'hui, tu fais quoi exactement? Quelle est ton activité? Alors, aujourd'hui, donc là, j'ai mis un peu mon activité en pause depuis quelques mois puisque j'ai décidé de faire quand même une formation de développeuse, mais une formation en licence professionnelle qui me permettait de faire un stage dans une grande entreprise. Donc là, mon stage doit commencer dans quelques semaines. Et mon but, en fait, c'était de sortir un petit peu du freelance et d'aller chercher une vraie expérience au sein d'une entreprise. Oui. Parce que je me disais, bon, bah, c'est bien joli, toutes ces compétences, je les ai acquis en autodidacte. Mais maintenant, comment ça se passe dans les grosses boîtes? Quels vont être mes clients? Qu'est-ce qu'ils auront connu auparavant? Pourquoi ils auront envie de venir plutôt vers une freelance que vers une grosse entreprise? Donc voilà, tous ces questionnements-là, je me disais: «Mince, moi je connais pas, j'ai toujours été prof, toujours dans le public, je pense qu'il faut que je l'intègre un peu». Donc cette année, j'ai mis de côté, les sites web, là, j'ai arrêté depuis quelques mois. J'ai continué la rédaction parce que j'aime ça et que j'ai vraiment pas envie de lâcher, certains de mes clients avec qui j'ai des relations privilégiées. Mais Oui. là, je me suis vraiment concentrée sur cette formation avec donc un stage qui va démarrer bientôt dans une très, très grosse entreprise de services informatiques international, où là, je vais donc justement expérimenter 6 mois de stage en tant que consultante. Donc là, je pense que ça va vraiment, vraiment donner un coup de pouce et la dernière petite chose qui me manquait, c'est que je vais vraiment être dans cette posture de consultante plus que dans cette posture de technicienne que j'avais actuellement et Mmh. qui me permettra, voilà, d'aller décrocher des contrats peut-être un petit peu plus gros avec des clients peut-être plus en B2B. Parce que pour l'instant, j'étais vraiment sur du service à des petits clients libéraux, des personnes à leur compte. Là, j'ai plus envie d'aller sur du consulting au sein des entreprises. Donc je pense que voilà, là, T'aurais ça va imaginé suivre son ça? chemin, T'aurais ouais. imaginé ce stage, cette position de consultante dans une grosse entreprise, là, quand tu as lâché ton poste dans l'éducation nationale? Mais déjà, soyons clairs, s'il y a 4 ans, on m'avait dit que j'allais connaître quelque chose à l'informatique et au code, j'aurais ri au nez de la personne. J'avais un profil entièrement littéraire. J'ai arrêté les maths en seconde puisque je suis arrivée en première L. Enfin, on fait des maths, hein. On faisait des maths en première et terminale, mais vraiment à un niveau infime. Donc non, non, clairement, on m'aurait dit que j'allais partir sur quelque chose de plus technique, je l'aurais jamais cru. Donc c'est en ça en fait que pour moi ça a été surprenant puisque de par la rédaction web, j'ai intégré petit à petit le monde du web, du développement et pour aller plus maintenant vers quelque chose de très, très technique. Et là, d'autant plus sur ce stage où on va vraiment en fait me mettre à l'interface du développement et du besoin client. Donc Mmh. là, le but de ce stage, c'est d'aller vraiment aller faire des ateliers avec les personnes pour bien découvrir les besoins métiers et ensuite pouvoir créer toute l'architecture des logiciels qui vont être créés pour ces personnes et faire le lien entre l'équipe technique et les équipes de terrain. Voilà, donc Donc c'est vraiment c'est assez relation humaine quand même. C'est un ouais, petit peu dans tu te retrouves quand même dans on va dire le cœur du métier d'enseignant aussi, qui est aussi dans la relation humaine. Ça reste quand même exactement. ton Et point je, fort.
Oui, exactement. Et c'est ça qui m'a permis de faire cette reconversion et de trouver ce stage. C'était Mmh. justement mon profil atypique, d'être plus âgé que des candidats qui peuvent avoir une vingtaine d'années. Et moi, justement, qui allais pouvoir venir sur ce poste-là. D'ailleurs, le poste n'existait pas. J'avais postulé sur un stage en développement pur. Et c'est les personnes ensuite qui m'ont rappelé, qui m'ont dit, écoute, enfin, écoutez, hein, vous voyez quand même, on vous verrait plutôt sur un poste plus fonctionnel, avec plus de responsabilités et plus d'échanges, parce que justement, tout votre parcours et votre pédagogie va vous permettre d'accompagner toutes les personnes dans ces processus-là, de venir faire le tampon entre des équipes très geeks qui ont vraiment beaucoup de mal à communiquer, qui sont Mmh. très très techniques, mais qui ne savent pas comment expliquer ce qu'elles font, et d'autres personnes qui ont un métier, qui ont des besoins, mais qui ne savent pas les retranscrire Donc, en dans le gros, langage technique. c'est presque parce que tu étais enseignante que tu as eu ce poste-là, en fait. Finalement, Complètement. c'est Ah, mais devenu un atout. exactement. Et c'est la première fois que le fait d'être prof a été valorisé dans ma carrière. Parce que bon, voilà, je pense qu'on est quand même nombreux à avoir connu le truc en apéro, quand tout le monde se présente et quand on dit qu'on est prof en général. Soit on a des personnes qui nous demandent: «Ah alors attends, mon fils, j'aimerais te montrer ce qu'il a fait». Et on nous pose des questions, soit: «Ah les profs, moi je supporte pas, j'ai toujours détesté», On nous voilà. Donc c'est renvoie, assez en rigolo. fait, l'expérience, les émotions vécues dans Oui, l'enfance, de ce moment à l'école, de toute cette crispation peut-être des comment dire, mauvaises expériences de l'école, en fait. ouais, toutes Ça. ces projections, Oui, soit pour soi, soit pour sa progéniture, mais voilà, c'est vrai que c'est quand même un métier qui en général qui déclenche pas mal polarise. d'affects. Oui. Oui, 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 tout à fait, ouais. Donc là, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'au final, avoir été prof, c'était une étape de ma vie qui m'avait donné énormément de bagou et énormément de choses que je pourrais réutiliser par la suite. Donc là, je commence un petit peu, pour ça je te disais, là, ça fait 3-4 ans que j'ai commencé, cette reconversion, et je pense qu'à la fin de mon stage, là, je vais vraiment pouvoir me dire: «Mon parcours a été cohérent au final, et je n'ai pas un parcours atypique au départ, il me semblait qu'il l'était, pas du tout. Mmh Ça a mh. été un cheminement, plein de choses qui sont venues se recouper les unes les autres pour aboutir à ce que je vais faire maintenant. D'ailleurs, et tu sais, je pense qu'on parlera de plus en plus de carrière plutôt que de métier bientôt. Parce que finalement, Ouais, ouais. on va être de plus en plus dans cette dynamique-là de changement, d'adaptation aussi, parce que le monde bouge, les Mmh. nouveaux métiers se développent à toute vitesse. Donc, on va en fait être un peu plus dans une logique de carrière. Et tous les Mmh. expériences qu'on aura faites, notamment l'enseignement, vont être plutôt en fait comment dire, des compétences à valoriser dans notre carrière plus qu'un métier à un instant T. Je pense qu'il Mmh mh. faut changer notre vision sur ça par rapport à ce que c'était avant, le CV Mais je pense traditionnel. que mais je pense que notre génération l'a déjà quand même pas mal expérimenté et est en train Mmh, voilà, de montrer. C'est vrai que mine de rien, j'ai l'impression qu'autour de moi, tous les 10 ans, tous les 15 ans à peu près, les personnes se remettent en question. Souvent là, je l'ai vu dans mon entourage, hein, passé la trentaine, mmh. 30-35 ans, on devient parent, on a de nouvelles envies, on envisage des choses différemment. Mais je pense, en tout cas pour ma part, que d'ici 10 ans, j'aurai peut-être à nouveau une envie de changement. Donc voilà, je suis pas du tout fermée à ça, Voilà, tu es et au ouverte. contraire. Au D'ailleurs, contraire, je tu trouve te que c'est vois même plus plutôt, freelance? Tu te vois comment aujourd'hui? Tu te vois plus freelance ou tu te vois plus salarié, enfin salarié dans le sens alors salarié peut-être un an, le temps justement de vraiment bien asseoir mes compétences et ma légitimité, parce que j'en mmh, aurais peut-être un petit peu besoin, mais j'aimerais beaucoup me remettre à mon compte ensuite. C'est pour ça que cette opportunité d'être finalement consultante pour une grosse entreprise, ça va me permettre d'être moi-même positionnée comme une consultante, et donc voilà, je pense que je me vois peut-être un an en salariat, éventuellement 2, mais pas plus. Je pense que la liberté à laquelle j'ai mmh. goûté, voilà, j'ai Tu vraiment n'y pas envie de renonceras pas facilement. voilà. Pour conclure, est-ce que tu aurais ton meilleur conseil dans tout ce processus-là que tu as vécu, toi, de reconversion? Est-ce que tu aurais un conseil que tu voudrais partager à des personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont aussi elles-mêmes en questionnement par rapport à leur parcours, leur futur parcours? Alors, le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, et peut-être qu'on me l'a donné, mais peut-être que je l'ai pas écouté ce conseil, c'était de se faire plus confiance, et d'essayer vraiment de mettre à profit toutes ces choses qu'on a en nous et qu'on a du mal parfois, à réaliser pour, voilà, pour réaliser de nouvelles choses et développer de nouvelles compétences. Mais ça, c'est comme on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment cette problématique du prof de toujours pointer ce qu'il reste à acquérir,
et de ne pas regarder ce qu'il a déjà acquis. Donc voilà, je crois vraiment essayer de se poser, de prendre le temps et peut-être tout simplement de faire la liste de toutes ces choses qu'on sait faire, reprendre nos fiches de prep et se dire, bon, bah voilà, dans telle séquence, qu'est-ce que moi, en fait, j'avais mis en œuvre comme compétence dans cette séquence-là? Et se rendre compte que même, par exemple, on est capable, de manière très instinctive, de s'adapter à notre auditoire, de sentir si la personne se sent bien, si la personne ne comprend pas. Parfois, L'empathie. juste, voilà, même un regard, un positionnement, le langage non corporel, toutes ces choses, on y est extrêmement attentif, hein, et c'est une richesse dans le monde du travail. Donc, se faire confiance et faire confiance à tout ce qu'on peut savoir déjà en tant qu'enseignant et tout ce qu'on a pu développer. Puis ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est qu'en fait, c'est pas forcément d'avoir une vision très claire de ce qu'on va faire. Peut-être même des fois, on engage une reconversion, mais on ne sait pas encore où on va aller, où ça nous mène. Laisser un peu peut-être porter aussi, toujours dans l'histoire de confiance, qu'on va trouver notre voie et elle est peut-être pas claire là à l'instant T, mais on engage. Mais elle va se clarifier au fur et à mesure des expériences et des rencontres. Oui. Donc faire confiance aussi à ce qui nous attend et à ce qu'on va découvrir. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Sarah, pour tout ce que tu as partagé là. Ça peut, je pense, parler à plusieurs personnes. Et merci pour le temps que tu nous as consacré. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, alors pour tes projets à venir, pour ton stage. Et puis, je prendrai de tes nouvelles très bientôt. Avec grand plaisir et merci beaucoup à toi pour le temps accordé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager à des collègues qui en auraient besoin. Si tu veux en savoir plus sur le travail de Sarah, tu peux la retrouver dans son blog ou sur ses réseaux sociaux dans les liens postés en commentaire de cette vidéo. Quant à moi, je te dis rendez-vous samedi prochain pour un nouveau podcast saison 1 avec Emmanuel, coach vocal, qui te partagera son parcours inspirant. Tu peux également visiter le blog et les liens que je t'ai mis en commentaire si tu veux en savoir plus sur mon travail. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à samedi.